tu me dis juste un petit peu. Donc, je vais donc faire la troisième partie de cette séance. Vous avez compris que la première partie, elle consistait essentiellement à se dire, voilà, on a des bases de données, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment les problèmes se posent, comment éventuellement les gens peuvent se les approprier. Puis Myriam, elle a fait une très belle transition à ce que je vais dire. Myriam, elle a montré comment, sur les 2000 dernières années, en faisant feu de tout bois, c'est-à-dire en utilisant plein de proxys, puisqu'on n'a pas de paléothermomètre ou de paléosaut qui permettent d'avoir des données instrumentales au-delà de 150 ans, comment on faisait malgré tout pour avoir des données globales sur 2000 ans et savoir de quel état de base on partait pour l'Anthropocène. Et moi, je vous invite à faire un voyage dans un monde, le monde des climats anciens, donc la Terre 4,6 milliards d'années, moi je vais remonter que sur quelques centaines de millions d'années, dans un monde où finalement on n'a pas beaucoup de données et où les données se font de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on remonte le temps, mais chance pour nous, le climat de la Terre, comme l'a dit notre président Sarkozy, a toujours changé. Ça ne justifie en rien la fulgurance qu'on est en train de vivre, mais c'est quand même vrai à l'échelle de millions d'années. Et donc moi je vais c'est la première slide, tu l'as passée? Donc on passe sur la deuxième slide. Je vais vous montrer au cours des 25 minutes qui me restent là, essentiellement trois choses pour aller dans le sens de la comparaison modèle-données, de l'utilisation des données et des scénarios climatiques. Donc je vais d'abord vous parler d'un truc qui est fondamental, qui est structurant, qui est à mon avis l'intelligence collective la plus positive que je connaisse dans le domaine du climat qui s'est mis en route, c'est-à-dire le GIEC, c'est-à-dire la capacité qu'on a à faire des projections de ce qui va nous arriver. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ça, et ensuite je vais vous parler des MIP, et puis ensuite je vous donnerai deux illustrations sur comment on fait pour mettre en place des hypothèses, les quantifier, les écarter, quand on a justement relativement peu de données, mais sur des changements qui sont quand même massifs de l'histoire de la Terre. Donc la diapo suivante, la diapo 3, donc, c'est ces MIP, c'est le fait que partout dans le monde, évidemment dans les pays riches, on a développé des modèles qu'on appelle les modèles un peu pompeusement, à mon avis, du système Terre, mais qui sont en réalité des modèles des enveloppes fluides, que vous a très bien expliqué Myriam, l'océan et l'atmosphère qui répartissent l'énergie sur le globe. Et donc, dans le monde, dans les pays riches, il y a des modèles qui ont été élaborés comme ça, pour plein de raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais d'abord météo pour les navigateurs et les agriculteurs, et puis à la fin du siècle dernier, couplé avec les océans, pour faire ce que Myriam a expliqué aussi, du climat, c'est-à-dire des moyennes sur 30 ans. Donc ces modèles existent, et l'idée, c'est de les intercomparer, et surtout de les comparer au climat récent. L'avantage du climat récent, et de l'ère des satellites, qui nous permettent, comme disait Myriam, d'avoir une vision claire de ce qui se passe sur chaque petite grille, maintenant à des échelles de 1 km, c'est qu'on a énormément de données, des milliards de données, plein de satellites qui se déploient avec des possibilités de valider ou d'invalider les modèles. Avec aussi une imbrication d'échelle qui fait que, donc là ce que vous voyez, c'est la façon dont les MIP, c'est-à-dire comment on intercompare les modèles et comment on les compare aux données. C'est une richesse inouïe. Donc il y a énormément d'ingénieurs, de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et pourquoi il y a besoin de travailler, puisqu'on a les données, puisqu'on a les modèles, il y a besoin de travailler parce que c'est une imbrication d'échelle, que ces modèles, pour l'actuel, ne donnent pas tous la même réponse, parce qu'il y a d'abord, il y a une variabilité interne, comme on l'a bien expliqué, mais il y a aussi des forçages aujourd'hui sur le cycle hydrologique, sur la façon dont les nuages vont se répartir, sur leurs propriétés, qui sont des propriétés microphysiques, et donc qui sont tunées pour le climat actuel. Et donc on a des moyens de faire que ça marche très bien. Ce qu'on fait, et on le fait le mieux possible, c'est-à-dire avec le moins de tunage possible. Néanmoins, ça ne répond pas à la question, ça, de savoir si les modèles sont capables de prédire un changement climatique vraiment différent. Ça, c'est la diapo suivante. Donc, ce que je fais, moi, c'est de la paléoclimatologie, ainsi que plein de gens. Hein. Et grâce à des milliers de chercheurs, on peut utiliser ces gros modèles, non plus pour faire des projections. Les projections, il n'y a pas de comparaison de données, mais pour regarder la sensibilité de ces modèles, leur capacité à reproduire des changements climatiques avérés pour lesquels on a des données. Donc là, il ne s'agit plus de projection, mais de véritablement que les modèles fassent tous les mêmes calculs avec ce qu'on appelle dans notre jargon les conditions limites, c'est-à-dire les perturbations. Donc là, dans cette diapo-là, je vous montre quelque chose que vous connaissez tous, c'est les occurrences de Sahara vert qui sont liées à un paramètre astronomique qu'on appelle la précession. Donc tous les 20 000 ans,
le Sahara verdit, il y a des changements hydrologiques très importants dans les zones équatoriales. Et ces changements-là, on peut les attribuer à la précession et donc faire tourner nos modèles pour voir si les modèles sont capables de restituer, il y a 6000 ans, les différentes de mousson, le Sahara vert, etc. Donc ça marche. Il y a des problèmes, évidemment, mais globalement, ça marche relativement bien. La diapo suivante, on s'éloigne encore un peu dans le temps. Cette fois-ci, on est il y a 21 000 ans, au paroxysme glaciaire. Il y avait 4 calottes de glace. Le niveau marin était plus bas de 120 mètres. La température globale de la planète était de l'ordre de 4 degrés plus froide. Et on sait reconstruire les calottes de glace. Donc, on demande aux modèles de faire la même chose. Tous les modèles s'intercomparent les résultats et on regarde si on arrive à reproduire les données. Et on a encore beaucoup de données il y a 21 000 ans. Donc voilà, en gros, il y a tout un jeu là entre des grosses bases de données et du coup, à cause de ces points, si vous voulez, d'ancrage, 6 000, 21 000, plein de gens qui travaillent sur les réservoirs océaniques, continentaux, glaciologiques, se mettent ensemble, font des super efforts dont je ne parlerai pas du tout, de datation, pour être sûr qu'ils parlent bien du même moment, voire de la même année. C'est très compliqué, mais regarde, on a un peu parlé, déjà sur les 2000 dernières années, c'est compliqué. Et là maintenant, je vais abandonner tout ça et on va passer à la diapo suivante qui est, voilà, à la fin du siècle, on va aller entre 500 et 1000 ppm. La question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que dans la Terre, sur Terre, il y a eu ça? Alors, on s'est déjà posé cette question-là pour 400 ppm. Quand est-ce que sur Terre, il y a eu 400 ppm? Il se trouve qu'il ne faut pas remonter trop loin du point de vue tectonique. Tectonique, c'est des échelles de dizaines de millions d'années. Au Pliocène, il y a 3 millions d'années, il y avait 400 ppm de moins. Si vous regardez une planisphère d'il y a 3 millions d'années, vous verrez que le Tibet était là, les Andes aussi, les Rocheuses aussi. La seule grosse différence que vous avez, c'est que le niveau marin était 15 mètres plus haut. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à 400 ppm, il n'y a pas de Groenland et il n'y a pas d'Antarctique de l'Ouest. Le Groenland, 7 mètres de niveau marin. L'Antarctique de l'Ouest, c'est 3 à 5 mètres de niveau marin. C'est ça la grosse différence à 400 ppm. Et vous avez un climat qui s'équilibre à 2 degrés de plus. Ce qui veut dire que, toute chose égale par ailleurs, on laisse le CO2 tel qu'il est pendant quelques siècles, on n'a plus de Groenland, ou très peu, et très peu d'Antarctique de l'Ouest. Ça, c'est juste, je dirais, quasiment mécanique, thermique. Si on s'intéresse à 500, 900 ppm cette fois, c'est-à-dire le CO2 de la fin du siècle, il faut remonter plus loin. Il faut remonter au Miocène moyen, il y a à peu près 15 millions d'années. Alors maintenant, Lucie, ce qu'elle vous montre là, c'est une courbe que j'aime bien, qui est un peu compliquée, de James Ray, paru il n'y a pas longtemps. En fait, il y a 3 panneaux là-dedans. Il y a le panneau du million d'années, et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'évolution du CO2 à l'échelle de millions d'années, et vous voyez que ce qu'on appelle dans le jargon le Cénozoïque, c'est-à-dire les 60 derniers millions d'années, en gros, après la limite KT, eh ben, le CO2 était très, très, très présent dans l'atmosphère, 1200 ppm, et il a fallu pendant 40 millions d'années, il n'a pas arrêté grosso modo de baisser pour arriver vers 300 ppm au quaternaire. Il y a 3 millions d'années. Puis après, vous voyez, entre 3 et 1 million d'années, vous voyez que c'est ce que Solon même a un peu parlé, la Terre fonctionne non pas comme une horloge, mais quand même avec des oscillations à 40 000, puis à 100 000 ans. Et puis ensuite, vous voyez la période de l'Anthropocène, c'est-à-dire le 3e volet, on ne parle plus en milliers d'années, on parle en centaines d'années, et vous voyez la fulgurance. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important. L'Anthropocène, c'est pas la valeur de CO2 qu'on obtient. La Terre, elle a connu c'est la fulgurance dans un monde à 8 milliards d'hommes. C'est ça le principal problème. Et donc, pour trouver un monde aussi chaud avec des valeurs de CO2, il faut remonter à peu près à 15 millions d'années. Le problème, c'est qu'à 15 millions d'années, c'est la diapo suivante, là, la tectonique commence à jouer pas mal. Et donc, les modèles vont s'intercomparer avec des conditions limites qui seront les mêmes, mais la paléogéographie est un peu différente. En particulier, il y a 15 millions d'années, il n'y avait qu'une seule calotte de glace, c'était l'Antarctique. Il y a 15 millions d'années, les gateways, les détroits n'étaient pas tout à fait pareils, et en particulier, il y avait de l'eau qui passait à travers le Central American Seaway du Pacifique vers l'Atlantique. Tout ça, il faut le prendre en compte pour restituer le climat du Miocène moyen. Et vous allez me dire, mais quel est l'intérêt, Gilles, de s'emmerder à aller restituer le climat du Miocène moyen alors qu'on a tant de mal à comprendre ce qui va se passer au prochain siècle? Donc ça, c'est un peu la diapo suivante. C'est que quand vous faites ça, quand vous essayez de restituer le climat du Miocène moyen, vous voyez assez vite qu'il y a quelques problèmes dans nos modèles
et en particulier que le climat du Miocène moyen, c'est un climat avec un gradient thermique équateur-pôle qui est relativement plat. C'est-à-dire qu'il fait chaud à l'équateur, comme aujourd'hui, mais il fait chaud aussi au pôle. Et différents proxys, c'est-à-dire différents paléothermomètres, océaniques ou terrestres, nous montrent que les températures aux hautes latitudes de l'hémisphère nord étaient très élevées. Aucun modèle, dans les intercomparaisons qu'on fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en train de lancer ce NIOMIP, c'est pour améliorer ça, aucun modèle ne montre des températures aussi élevées. Et ça, c'est un problème, parce que si on n'est pas capable de comprendre un monde avec un très fort taux de CO2, eh ben, c'est un problème. Donc il faut absolument avancer là-dessus. Et pour avancer là-dessus, il n'y a qu'une seule solution, c'est plein de modèles font les mêmes simulations, ils s'intercomparent, et ils intercomparent aux données, et ça nous permet de progresser. Parce que si on voit qu'on n'est pas dans le range, ça veut dire qu'il y a des processus qu'on n'a pas compris. Donc c'est très important. Donc je vais maintenant passer aux deux illustrations pour vous illustrer le fait que qu'est-ce qu'on peut dire finalement quand on n'a pas autant de données qu'aujourd'hui sur les climats de la Terre et comment marchent les idées. Donc j'ai deux illustrations. La première, c'est la terrestrialisation. Donc on va d'abord parler de ça, juste quelques éléments de décor. Donc l'histoire de la Terre, elle s'allume avec le Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Premiers éléments de vie, c'est 3,7 milliards d'années. Bon, mais la vie sur Terre, c'est un phénomène récent. Ça se passe au Dévonien. Là, vous voyez la Terre telle qu'elle était au Dévonien. Le Dévonien, c'est environ il y a 400 millions d'années. Jusque-là, c'est-à-dire depuis 3,7 milliards d'années, jusque-là, la vie, c'est uniquement dans les océans. Au Dévonien, pour des raisons que je ne vais pas discuter aujourd'hui, il commence à y avoir des petites plantouzes très faiblement enracinées le long des rivières. Et la vie est tellement extraordinaire qu'en quelques millions d'années, ces petites plantouzes se transforment en machin géante, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Merci. Il y en a qui suivent. En fougères géantes, et puis en arbres et en forêt. Et donc, un de mes thésards, qui s'appelait Guillaume Lehir, a commencé à travailler avec des gens de Montpellier pour faire un modèle de climat, ça on l'avait déjà, mais un modèle de végétation, ça il l'a élaboré avec quelqu'un qui s'appelle Meyer-Berthaud, qui connaît très bien les conditions de vie de la végétation à ces époques-là, en termes de température et de précipitation. Et donc on a fait un modèle, et ce modèle, en fait, voilà les résultats qu'il montre. Donc là, vous avez 3 planisphères. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un modèle de climat, on connaît la distribution des continents, on connaît le CO2, on sait quel plan de functional type on va mettre, c'est-à-dire les plantouzes, les fougères géantes et les arbres, les forêts d'Archéoptéris. Et on regarde comment, en fonction du climat qu'on génère, cette végétation va s'étendre. Et vous voyez un truc qui est tout à fait phénoménal, c'est que, évidemment, quand la biosphère continentale se forme, on arrête de jouer à deux. C'est-à-dire qu'avant le CO2, on se le partageait entre l'atmosphère, petit réservoir, et l'océan, grand réservoir. Comme l'atmosphère est un petit réservoir, il bouge beaucoup. Et là, il y a un troisième joueur qui arrive, et qui dit, moi, je veux aussi ma part des cartes. Et les cartes, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, il va y avoir une re-répartition. Et donc, pour faire de la végétation, pour faire du sol, le CO2 s'effondre. Là, c'est ce que vous voyez sur la diapo que Lucie vous montre. Effectivement, le Dévonien, et c'est tout à fait normal, à partir du moment où on joue à 3, à partir du moment où on va relocaliser du carbone, eh bien, la pression, le P de CO2 atmosphérique s'écroule. Et là, on sort un peu de la science et on va vers un débat qui est plus philosophique, mais qui est quand même très scientifique. On fait exactement l'inverse de l'Anthropocène. Nous, on brûle du carbone fossile et on le met dans l'atmosphère. Au Dévonien, on prend une partie du CO2 de l'atmosphère et on le localise dans les sols et la végétation. Donc n'importe quelle personne, sans avoir besoin d'apprendre beaucoup de données, elle se dit, ça va refroidir, forcément, puisque le CO2 s'effondre dans l'atmosphère. Et la diapo suivante que je vous montre ici, c'est qu'il n'y a pas autant de satellites qu'aujourd'hui, il n'y a pas autant de mesures qu'aujourd'hui, mais il y en a, à partir de thermomètres qu'on appelle les thermomètres isotopiques, le Tau 18, il y en a à plusieurs endroits du monde qui sont bien datés. Et qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent encéphalogramme plat. Alors ça, pour les sceptiques, c'est pain béni. Ils peuvent vous dire, mais vous voyez bien, ils nous racontent des conneries avec leur Anthropocène. Au Dévonien, on fait exactement l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Résultat, rien sur les températures. Et ça, c'est très important parce que
cette discussion-là, elle est basée sur des données qui sont éparses, peu nombreuses, mais robustes. Donc il faut trouver une solution à ce paradoxe. Pourquoi, alors que le CO2 effectivement s'effondre, il s'effondre parce qu'il y a une relocalisation, on rebat les cartes, et pourquoi la température ne suit pas? Et la raison, une des raisons, c'est la suivante, c'est que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait deux choses. D'une part, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, parce que c'est ça qui saute aux yeux, si je peux dire, c'est le fait qu'on relocalise du CO2. Donc le CO2 s'effondre. Effectivement, on va vers le froid. Mais comment étaient les continents du point de vue physique, leur albédo, leur capacité de réflexion de la lumière visible? C'était des déserts. Les déserts, c'est ocre, c'est jaune. Et tout à coup, vous transformez toutes les surfaces continentales, ou une grande partie d'entre elles, et vous la végétez. Ça devient vert. Et vous changez l'albédo. Et à la place de surfaces réfléchissantes exclusivement, vous avez des forêts, du vert, et donc vous avez de l'énergie qui va pouvoir être stockée. Vous avez donc deux événements en même temps, et contradictoires. Un qui va faire refroidir, et l'autre qui va faire rentrer de l'énergie dans le système. Et ça, c'est une explication pour laquelle rien ne se passe. C'est parce qu'il y a un mécanisme physique derrière, et ça, on peut en discuter même avec relativement peu de données. Évidemment, on n'est pas à l'abri de découvertes sur cette question-là. Mais en tout cas, ça résout un paradoxe. Et ce paradoxe, qui est quand même assez biblique, hein, c'est facile à expliquer, on a suffisamment de données pour commencer à l'explorer. Je vais maintenant passer au deuxième temps, qui a un temps encore plus fulgurant. Jusqu'à la fin du siècle, vous auriez dit, est-ce que la Terre a pu être englacée? Non. En fait, maintenant, on sait en 2023 que sur Terre, une glaciation massive est forcément instable à l'échelle géologique. On sait énormément de choses, on a beaucoup progressé. Moi, c'est un domaine qui m'a fasciné pendant plein d'années, et je vais vous expliquer comment peu de données permettent de comprendre beaucoup de choses. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait des données? C'est vraiment un exemple, presque un archétype de ça. Donc la diapo suivante, vous voyez Harland. Harland est un géologique des années 60. C'est un très bon géologiste. Pour ceux que ça intéresse, regardez Harland, c'est un mec formidable. À 14 ans, il a déjà découvert son premier squelette. Enfin, c'est un type incroyable. Donc il est là et il voit sur des très grandes zones, dans les zones équatoriales, des thylites. Il est sûr que ce n'était pas des glaciers, qu'il y avait là des calottes de glace. Des calottes de glace à l'équateur. Harland n'était pas un imbécile, il se dit, c'est sans doute que la Terre était complètement gelée à cette époque-là. Là, avec cette découverte-là, il y a un autre gars, très intelligent, un autre géologue qui s'appelle Williams, qui est australien, c'est la diapo suivante, et qui dit, écoute Harland, moi je peux t'expliquer très facilement pourquoi, il y a 700 millions d'années, à la période que tu dis, là où il y a des thylites à l'équateur, la Terre était englacée, et englacée à l'équateur et pas ailleurs en fait. C'était très intelligent. Il a dit, voilà, l'obliquité terrestre, hein, vous savez que la Terre, elle tourne dans le plan de l'écliptique, elle tourne penchée avec une inclinaison qui est de 24 degrés à peu près. Et William dit, bah écoute, tu la tournes un peu plus, la Terre, tu la mets à 60 degrés, et là tu verras, aux surprises, que les températures annuelles, c'est plus une courbe comme ça, en cloche, comme aujourd'hui, avec les pôles très froids et l'équateur très chaud, c'est l'inverse. La zone la plus froide de la planète devient l'équateur quand on est à forte obliquité. Ah, ça c'était génial, mais c'était faux. C'était faux parce qu'en fait, Lascar, et puis nous aussi, enfin, Lascar a montré que l'obliquité terrestre n'avait pas bougé depuis des milliards d'années. Donc ça, c'était une explication physique tout à fait rationnelle, mais qui ne tenait pas la route. Entre les années 60 et 90, il a commencé à y avoir beaucoup de données. J'insiste là-dessus, hein, beaucoup de données, c'est-à-dire quelques dizaines de données, qui ont montré que cette période-là du néoprotérozoïque, quand Harland prétendait qu'elle s'était englacée, était particulière. Alors je vais le faire très court, hein, mais je suis obligé, je n'ai pas tellement le temps. La première chose, c'est que si vous rencontrez un océanographe de l'Archéen, un truc qui est leur mascotte, si vous voulez, c'est les BIF, les Banded Iron Formation. Pourquoi? Parce qu'à l'Archéen, il n'y avait pas d'oxygène, la chimie était très différente dans les océans, le fer ne se dissolvait pas comme aujourd'hui, et donc on avait ces formations, ces belles pierres de fer rubané, qu'on appelle les Banded Iron Formation, et ça disparaît il y a 1,8 milliard d'années avec l'oxydation de la planète. On n'en voit plus jamais. Sauf qu'au néoprotérozoïque, il y a un gars qui s'appelle Bray, qui en trouve dans un forage marin, il date, et il dit, tiens, alors qu'on n'en a pas vu depuis 1 milliard d'années, réapparition des bifs, comme s'il n'y avait plus d'oxygène au fond des océans. Et que disent les autres? Ils disent, Bray, t'as pas de chance, t'as foré dans le lac Pavin, t'as foré un endroit complètement extraordinaire.
Cette donnée est très intéressante, mais elle est intéressante pour elle-même. Elle est locale, il y a sûrement quelque chose qui explique que tu vois des bifs. Il y avait juste une anoxie locale. Et puis 3, 4, 10, 15 papiers sortent sur plein de forages différents dans des océans différents qui montrent exactement ça, qu'à ce moment-là, il y avait une anoxie au fond des océans. À part ça, on montre aussi que le fractionnement isotopique du carbone qui est propre à la vie, c'est encéphalogramme plat pendant cette période-là. Et enfin, on montre que au-dessus des téllites de Heartland, il y a quasiment des caps carbonates, comme s'il n'y avait plus du carbone. Donc tous ces paradoxes, ils ont été résolus, je vais vous dire comment, assez rapidement aussi, et après je vais vous expliquer pourquoi on peut savoir maintenant qu'une telle situation est instable, et tout ça avec relativement peu de données par rapport à aujourd'hui. Alors d'abord, quand Heartland fait cette découverte, dans les années 60, Heartland va voir les deux sommités mondiales de la modélisation du climat à cette époque-là. Dans les années 60 du siècle dernier, il y avait encore 2 blocs. Il va voir Boudico à Leningrad, et puis il va voir Sellers, je crois qu'il est en Australie. Et les deux lui disent, à mon petit gars, la seule solution, si la Terre avait vraiment été englacée il y a 700 millions d'années, pour s'en sortir, le seul processus physique qu'on connaît, c'est l'augmentation de la luminosité solaire. Il se trouve que ça va dans le bon sens. La luminosité solaire augmente de 7% par milliard d'années. Donc il faudrait le Soleil à peu près 1,5 milliard d'années pour sortir de là. Il faut augmenter beaucoup parce que comme la Terre est blanche, on a l'albédo très fort. Et puis ils lui disent, tu vois, il y a 700 millions d'années, c'est plus petit qu'1,5 milliard d'années. Donc si la Terre avait été englacée, ça se saurait, on y serait encore. Et ça vous montre que cette dialectique entre modèle et données est extrêmement forte. Parce que Heartland, qui a les données, qui a les bonnes données, eh ben, il les remise et il faut attendre 30 ans pour que Kirchhoff dise, oui, mais attendez, c'est pas le Soleil qui nous fait sortir de ça, c'est juste que quand une Terre est englacée, le volcanisme continue, donc on émet du CO2, on le stocke, et c'est la grande débâcle. Voilà, et donc tout ça se calcule. Et pour ça, il faut des données. Alors, les premières données, c'est la compréhension du cycle du carbone, c'est la diapo suivante. Comme je vous ai dit, le cycle du carbone normal à l'échelle géologique, c'est une source, le volcanisme, et un puits, l'érosion silicatée. L'érosion silicatée, elle dépend beaucoup de la position des continents. Hein, okay, si tous vos continents sont en position polaire, il fait très froid, mais comme c'est en position polaire, c'est extrêmement aride, il ne pleut pas d'érosion silicatée, le CO2 monte dans l'atmosphère, et c'est une contre-réaction au fait qu'il ne fait pas si froid que ça. Et inversement, tous vos continents sont en position équatoriale, il pleut énormément, votre puits fonctionne à plein, il pompe du CO2 atmosphérique, il fait chaud, parce que les continents sont en position équatoriale, mais le CO2 baisse, donc il ne fait pas si chaud que ça. Et à l'échelle géologique, c'est ça le grand thermostat de la tectonique et du climat. Donc ça c'est exactement ça. Pourquoi il y a un accident il y a 700 millions d'années? Ça, c'est la diapo suivante. C'est parce que le supercontinent qui était là, qui s'appelle Rodinia, se casse, et au lieu de se casser n'importe comment comme d'habitude, il se casse en petites plaques. Cette première série fondamentale de données, elle nous est donnée justement grâce au paléomagnétisme, donc par des bases de données de gens dont le travail est de regarder comment les continents s'accrètent et se Donc ça, c'est une première série de données. À partir de là, nous, quand on connaît la position des continents, on peut calculer comment l'océan et l'atmosphère font pour répartir la chaleur. Donc ça, c'est la diapo suivante. Ça vous montre un résultat à 800 millions d'années. Vous voyez que, évidemment, les continents étaient différents. Il y avait un gros continent, 800 millions d'années. On calcule à la fois le CO2 et les températures. 1800 ppm, donc beaucoup de CO2, des températures relativement clémentes. 50 millions d'années plus tard, vous avez ça. Et là, on approche de la glaciation. Pourquoi? Eh bien parce que le puits de carbone joue à plein. Les plaques sont petites, elles sont copieusement arrosées. Et donc, c'est la meilleure configuration pour tomber du CO2. La diapo suivante, ça vous montre que le CO2 s'effondre. Et donc, il y a eu un accident qui est purement lié à la position des continents, qu'on peut connaître par des bases de données. Ensuite, on peut faire des calculs, et on peut calculer le climat, et on peut comprendre qu'en fait, pourquoi cet accident s'est produit exactement à ce moment-là. Pourquoi ça ne peut pas durer longtemps? C'est simplement parce qu'une fois que la Terre est englacée, le volcanisme continue, la source émet, il n'y a plus, ce qui fait extrêmement froid, le puits ne fonctionne plus, il n'y a plus d'érosion silicatée, il n'y a plus non plus la possibilité de le faire, et du coup, le CO2 augmente, et une Terre boule de neige ne peut pas durer plus de quelques millions d'années.
Et ça, on est content, parce qu'on comprend pourquoi il y a des bifs. Parce qu'avec une terre complètement englacée et de la banquise sur les océans, ben, le fond des océans devient effectivement anoxique. Ça ne percole plus. On est content parce qu'on comprend que la vie a été éradiquée, et on est content parce que à la fin, quand ça va être la grande débâcle, le taux de CO2 atmosphérique est de 0,1 bar. Et donc, quand brutalement, c'est la débâcle, ben c'est comme s'il pleuvait du carbone. Les océans sont tellement chauds que le carbone est très rapidement absorbé par les océans, et ça fait des câbles carbonates. Donc, on est content. La diapo suivante, ça vous montre que tout le monde n'est pas content. Et ça, c'est très important parce que, en fait, là, il y a la quantité de données, il y a la qualité de données, et il y a le caractère pluridisciplinaire des données. Donc là, il y a les gens de la biologie. Les gens de la biologie disent, attendez, c'est juste insensé ce que vous nous racontez. Si la Terre a été englacée, que tout à coup, c'est la débâcle, l'océan se retrouve au-dessus de sa tête avec 0,1 bar. Et vous savez qu'avec quelques 400 ppm, on a déjà de l'acidification. Alors avec 0,1 bar, là, ça éradique toute possibilité de vie. Ça acidifie à mort l'océan. Et donc, ce que vous nous racontez n'a pas de sens. Et ça, c'est un point très important. Et ça nous oblige à comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça. La diapo suivante, ça vous montre qu'en fait, sur Terre, il y a toujours des points chauds liés à l'activité volcanique, et la Terre n'a pas été complètement englacée. Il y a toujours eu des surfaces qui ont été libres de glace, et à travers ces surfaces-là, a percolé du CO2. Et d'ailleurs, ça c'est la diapo suivante, ça explique aussi cette percolation lente du CO2 dans l'atmosphère, de l'atmosphère vers l'océan. Pourquoi les snowball Earth ont duré, pour l'une d'entre elles, près de 50 millions d'années, alors que si vous pensez que la Terre est complètement englacée, au bout de 10 millions d'années, l'affaire est faite. Donc en fait, l'océan n'a pas été complètement englacé, et la diapo suivante, ça vous explique pourquoi ça s'est finalement très bien passé. C'est parce que quand vous avez 0,1 bar de CO2 dans l'atmosphère et que ça passe dans l'océan, ça diffuse très lentement, ça se dilue, l'océan ne s'acidifie pas beaucoup, et le peu d'acidification qui parvient au fond des océans ouvre un nouveau puits, c'est l'érosion des basaltes du fond des océans, et donc tout ça rentre dans l'ordre. Mais il y a une autre communauté qui nous dit, mais non, c'est n'importe quoi votre scénario, parce que regardez ce qu'on voit en fait à la déglaciation. Au moment où vous parlez d'une débâcle majeure, regardez les données. Et les données, qu'est-ce qu'elles montrent? Ben, les données glaciologiques, malheureusement, enfin heureusement, elles montrent en fait que, eh ben, là, c'est pas la grande débâcle, hein, c'est glaciaire, interglaciaire, c'est des oscillations. Au lieu que le CO2 montant, ça fonde et ce soit la grande débâcle, ce qu'on voit en réalité, c'est glaciation, déglaciation, glaciation, déglaciation pendant un certain temps avant que tout s'en aille. Ça aussi, ça nous oblige à réfléchir et donc à se dire, mais alors c'est pas forcément le CO2, la dernière pichenette, celle qui permet de passer la barre. Et en réalité, ce que vous allez voir sur la diapo suivante, donc on fait des simulations numériques avec différents taux de CO2. Et mes collègues, dont je vous ai montré les données là, qui travaillent au Svalbard, ils voient effectivement des cycles glaciaires interglaciaires. Si on regarde où était le Svalbard, c'est le point rouge. Et vous voyez 4 résultats de modèles. Vous voyez que le point rouge, quand il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, qui fait très chaud, ben le point rouge est dans la zone brune. C'est-à-dire qu'il est hors des glaces. Mais quand le CO2 est encore assez faible, il est dedans. Et donc de toute façon, ça c'est pour vous montrer que de toute façon, il y aura eu une débâcle. Et pourquoi cette débâcle n'a pas été juste brutale? Juste on passe de non englacé à englacé. Ça c'est la diapo suivante. C'est parce que, exactement comme aujourd'hui, il y a des cycles de Milankovitch qui sont liés aux paramètres astronomiques. Il y avait à l'époque aussi les mêmes à peu près paramètres astronomiques. Et c'est ces paramètres astronomiques, quand on arrive à des valeurs de CO2 très élevées, qui font le basculement. Et donc, en réalité, le questionnement et la confrontation à plein de bases de données, même si ces bases de données ne sont pas des milliards de données, elles permettent d'établir des scénarios qui sont cohérents. Et c'est là-dessus, en fait, que je veux insister. Il y a cette capacité de... Enfin, il y a 3 discours complètement différents dans les 3 exposés que vous avez vus. Il y a la capacité pour un citoyen normal d'avoir accès aux données, c'est déjà un débat en soi, et de pouvoir s'en servir et en dire quelque chose. Ça, c'est un débat en soi. Il y a ce qu'Amyrien a montré, c'est-à-dire la bien moins grande disponibilité de data sur les 2000 dernières années
mais qui permet quand même de dire des choses très robustes sur le climat duquel on part. Et puis il y a le fait qu'un petit nombre de données dans différents domaines permet d'établir des scénarios cohérents qui nous permettent, en fait, ce qui est très important pour moi, c'est-à-dire de tester la capacité de nos modèles dans des conditions où on peut le faire, où on sait comment l'histoire s'est passée, et pas simplement sur des projections. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Merci. Le débat est ouvert.